Bonjour, je m'appelle Clara Lagacé, je suis la directrice générale de Transistor Média. En avril 2024, s'est tenue la 8e édition du Festival Transistor, présenté par Amazon Music, que nous remercions pour leur engagement. Nous vous proposons 5 présentations qui se sont tenues dans le cadre des Journées de l'industrie du Festival Transistor, enregistrées au Centre culturel du Vieux-Elmeux le 25 et 26 avril 2024. Je laisse la parole à Catherine Mathis, de la Société des Demains, qui a présenté les futurs du balado. Est-ce que vous pensez souvent au futur? Est-ce que c'est quelque chose que vous vous permettez? Est-ce que ça vous arrive de vous arrêter là en 2024 et de retourner en 2014 pour voir tout le chemin qui a été parcouru? Faites l'exercice un petit peu, là. Retournez voir qui vous étiez en 2014 pour voir tout ce qui était impossible aujourd'hui. Parce que c'est un peu ça, la distorsion du temps. Il y a bien des choses qu'on vit aujourd'hui qui nous paraissaient parfaitement impossibles il y a 10 ans. Et je vous le donne en 1000. Il y a bien des choses qu'on va vivre dans 10 ans qui, aujourd'hui, nous paraissent parfaitement inimaginables. C'est un peu dans ce voyage-là que je vais vous amener aujourd'hui. Donc, retournons il y a 10 ans pour essayer de mesurer ce temps élastique-là, justement. En 2014, c'était l'introduction d'Alexa d'Amazon. Pour nous, maintenant, ça fait partie, ces choses-là font partie de notre quotidien. Il y a 10 ans, on voyait ça pour la première fois. Apple présentait sa première Apple Watch. C'était cute, c'était le fun, c'était drôle, c'est nouveau. On a pris l'occasion de revisiter ce genre d'outils-là à travers le temps. Uber a fait son entrée au Canada, n'est-ce pas? Ça fait 10 ans. Ça paraît étonnant quand même, non? On n'a pas l'impression que ça fait 10 ans qu'on vit dans cette controverse-là, mais oui, ça fait 10 ans qu'on gère des conflits avec Uber. Et, évidemment, faut parler de balado un peu, et ça fait 10 ans que Serial... qu'on a fait la découverte de Serial. Ça, c'est quand même exceptionnel. Il s'est passé quelque chose pour le milieu de la balado en 2014. Peut-être que si vous étiez déjà dans ce milieu-là, peut-être que vous aviez à expliquer plus souvent quel était votre métier et en quoi il consistait. Qu'est-ce qu'une balado? Qu'est-ce que la balado-diffusion? En 2014, c'était beaucoup moins clair qu'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que ce sera en 2034? Où est-ce qu'on s'en va? J'ai évidemment pas la réponse. Alors, si vous voulez quitter maintenant, vous pouvez le faire. Parce que il n'y a pas de futur, ni au singulier, ni au pluriel. C'est quelque chose qu'on co-construit. Et c'est un peu ce que je vous propose de faire ensemble aujourd'hui. En 2014, par exemple, j'aurais pas pu créer, à partir d'une recherche, un épisode de balado. J'aurais pas pu faire ça. Pourtant, comme Clara le mentionnait, dans les derniers mois, on a travaillé côte à côte avec Transistor. On a voulu envisager les futurs possibles de la balado-diffusion. On a établi le contexte actuel. Je pense que vous avez eu un beau portrait des tendances hier. On en a fait une analyse prospective qu'on a ensuite rendue sous forme de recommandations. Si j'avais, il y a 10 ans, demandé à une intelligence artificielle de prendre une partie de la recherche et d'en faire un épisode de balado, ça aurait été un peu complexe. Là, je vais vous présenter un tout petit extrait. Je vous avertis, c'est pas pour vous montrer que c'est meilleur que vous. Vous allez voir à quel point c'est mauvais. Mais c'est possible. L'Odyssée numérique, résumé d'un scénario de la Société des Demains pour Transistor. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans une aventure où la technologie et le savoir-faire se croisent pour redéfinir le paysage audio. Notre histoire commence en 2034 dans la petite ville de Sonora, un lieu fictif mais représentatif de nombreux coins du globe où les créateurs de contenus audio indépendants luttent pour se faire entendre. Max est un producteur de balados indépendants. Il fait face à un défi majeur, se démarquer dans un marché saturé. Comment puis-je percer lorsque je suis entouré de géants qui dominent les ondes? À des milliers de kilomètres de là, une développeuse d'IA, Léa, travaille sur un algorithme révolutionnaire. Nous ne créons pas seulement un algorithme. Nous tissons un réseau de passions partagées, unissant les créateurs et les consommateurs dans une symphonie de préférences personnelles.
L'impact de la technologie de Léa est immédiat. Max voit soudainement une augmentation de son audience, des gens qui apprécient vraiment son mélange unique d'histoire, d'accent et d'authenticité locale. Toutefois, tandis que Max et d'autres indépendants gagnent en visibilité, les grandes entreprises audio ajustent rapidement leur stratégie, absorbant certaines des innovations sous leur large éventail de services. Comment Max pourra-t-il tirer son épingle du jeu? Restez à l'écoute pour plus d'histoires où la technologie rencontre le savoir-faire, redéfinissant l'industrie de l'audio. Bon festival! C'est mauvais, hein? Mais je n'ai rien fait là-dedans. Je n'ai pas conçu l'histoire. Je n'ai pas conçu la musique. Vous aurez compris au niveau du son et au mauvais mix que j'ai pas touché au montage. J'ai rien fait. Le but, c'est pas de vous montrer que la machine va nous avaler, qu'elle va devenir meilleure que nous. C'est juste de retenir que c'est possible maintenant de faire ça, d'ingérer une grande quantité de données comme celle que j'ai donnée à cette plateforme-là pour la transposer en extrait balado. Encore une fois, ça, en 2014, personne ne l'aurait cru. Qu'est-ce qu'on ne croira pas maintenant pour le futur? À quoi il faut se préparer qui, aujourd'hui, nous paraît impossible ou inimaginable? Je m'appelle Catherine Mathis. Bonjour. Je suis ravie d'être là, donc associée à la Société des Demains, comme Clara l'a dit, avec Catalina Bresegno. On est une toute petite équipe, mais on aide les organisations à essayer de prendre de meilleures décisions en s'inspirant de ce qui n'est pas encore arrivé. On essaie de développer la capacité à voir beaucoup plus loin dans le futur. Évidemment, on vit dans un contexte très complexe, très incertain, et on peut avoir le réflexe de dire, ben là, si on prévoit les choses trop longtemps d'avance, ben on va être forcé de recommencer. Et c'est plutôt l'inverse qui se produit. Si on ne projette pas suffisamment loin, garantit que les plans que vous faites en ce moment, non seulement ils seront détournés par toutes sortes d'aléas, bonjour la pandémie, mais aussi toutes sortes de bouleversements qui vont faire en sorte que vos plans n'auront pas lieu. Donc, on prend toute notre expertise. J'ai travaillé longtemps, effectivement, en journalisme radio culturel et techno à Radio-Canada, mais aussi dans d'autres médias. J'ai fait un passage au Fonds des médias du Canada, Catalina également. Donc, j'ai repris le département de veille stratégique de Catalina pour en faire un département de prospective, pour s'assurer, justement, que les modes de financement suivent aussi les transformations technologiques. J'ai ensuite quitté en 2022 pour créer cette entreprise et aider les industries créatives, notamment, à essayer de se projeter beaucoup plus loin à l'aide d'outils de la prospective. Parce que c'est ce qu'on fait. C'est très peu développé au Québec, très peu développé en français, et c'est beaucoup ça qu'on voulait faire avec la Société des Demains. Donc, amener la prospective au Québec en français. Alors, c'est quoi cette fameuse prospective? Ça va-tu marcher, vous pensez? Est-ce que vous allez pouvoir m'aider là-bas? Ah, voilà. Oui, alors, l'Association des futurologues professionnels est quelque chose qui existe. Vous le savez maintenant. Alors, la prospective, c'est beaucoup de choses à la fois. Parler de prospective, c'est un peu comme parler d'informatique. Mais encore, c'est une espèce d'arsenal de méthodes et de processus qui font en sorte qu'on aiguise notre muscle, notre réflexe à imaginer des choses qui n'existent pas. Ce sont des méthodes. On le fait de manière systématique. On utilise les possibilités du futur pour construire un meilleur présent. C'est à ça que sert la prospective. Donc, si vous ne prenez vos décisions qu'en fonction de ce qui est déjà arrivé et en fonction de ce qui arrive maintenant, il est fort possible que les aléas qui vont survenir, il y a des probabilités assez fortes, dépendant de ce dont on parle, on va le voir dans quelques instants, va perturber vos plans. C'est rien de nouveau. C'est un peu nouveau au Québec, je le mentionnais, mais c'est une discipline qui a pris naissance dans la seconde partie du 20e siècle, beaucoup dans le monde anglo-saxon notamment. Et l'idée, c'était vraiment que les entreprises voulaient se préparer
à ce qui pourrait survenir, juste être prêt. Puis d'ailleurs, il y a toutes sortes de cas de figure. Shell, la compagnie pétrolière, qui n'est pas nécessairement connue pour son éco-responsabilité, est quand même connue pour son apport à la prospective. Eux, dans les années 60, ils ont décidé de développer des scénarios. Et si ça tournait mal, et pourtant, dans les années 60, je vous assure que l'industrie pétrolière allait fort bien. Mais ce qu'on n'avait pas vu venir, c'est le choc pétrolier du début des années 70. Mais eux, ils s'étaient préparés, mettons qu'il y a un choc pétrolier. Ils s'étaient préparés en conséquence. Ils sont donc passés de la 7e place mondiale à la 2e pendant que tout le monde s'écroulait. Ça sert à ça, en gros, la prospective. Donc, l'idée, c'est d'essayer d'utiliser l'incertitude du moment pour se préparer. Parce que quand on est prêt, qu'est-ce qu'il y a? On a moins peur. Je prépare beaucoup mes enfants en ce moment aux examens du secondaire. Je les prépare, mais on ne sait pas ce sera quoi les questions. Sauf qu'à force de se préparer, on arrive là beaucoup plus confiant et on arrive là avec une attitude qui est très différente que si on se dit « advienne que pourra ». Hein? J'aime beaucoup ce dicton-là, sauf que ça nous enlève beaucoup d'agentivité, ça nous enlève beaucoup de contrôle de dire « advienne que pourra ». Le futur, en prospective, là, dites-vous que c'est une question de posture. C'est pas quelque chose qui nous arrive, le futur. C'est quelque chose qu'on décide et c'est quelque chose qu'on construit. Et à partir du moment où on comprend ça, bien là, tout d'un coup, ça devient le fun, le futur. Parce que moi, la plupart des gens me disent « Je sais pas comment tu fais pour faire ce que tu fais. Mon Dieu, j'ai peur de demain matin. » Mais l'idée, c'est justement d'essayer de reprendre un peu le contrôle sur sa propre narrativité en ce qui concerne les futurs possibles. Puis là, j'ai une petite question pour vous. Vous allez pouvoir utiliser vos téléphones. Moi, quand j'enseigne à l'université, je veux que les téléphones sortent. Hein? Je suis à contre-courant. Vous allez pouvoir utiliser vos téléphones pour répondre à ces questions-là. Moi, j'aimerais ça savoir comment vous vous sentez par rapport au futur de la balado. C'est-tu quelque chose qui s'en va dans le bon sens et auquel vous contribuez une influence positive? Ou alors, c'est quelque chose qui va dans le bon sens, mais bon, c'est complètement étranger à votre contribution? Ou au contraire, ça va pas très bien, mais vous pensez franchement pouvoir faire quelque chose pour influencer la direction? Ou encore, c'est possible, ça va mal, puis on peut rien faire. C'est correct, hein? On vous jugera pas, tout ça est anonyme. Pour le moment, vous semblez trouver que l'avenir est plutôt prometteur et que vous pouvez contribuer. Hey, on a une salle de doers. J'aime ça. On a des gens prêts à se jeter dans l'arène. Oui, il y a quand même des gens qui trouvent que ça s'en va pas nécessairement dans la bonne direction, mais qui peuvent quand même y contribuer à ce changement de direction-là. Donc ça, on est tous du monde en action, là. Ça, c'est vraiment très, 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 très positif. L'avenir semble prometteur, mais c'est pas grâce à moi. Ben, peut-être pas. Peut-être que vous avez plus d'influence que vous pensez. Vous voyez, il n'y a personne qui dit que ça ne va pas dans la bonne direction puis qu'on ne peut rien faire. Donc, on est déjà mobilisé, on est déjà en train de réfléchir à la suite des choses. Vous êtes une bonne majorité à penser que non seulement les choses vont dans le bon sens, mais qu'en plus, vous pouvez y faire quelque chose. Donc, c'est quand même assez positif. On le mentionnait d'entrée de jeu, vous avez remarqué que demain a un S. Je sais que c'est invariable. On aime causer un inconfort dès qu'on arrive quelque part, parce que c'est pas parce qu'une règle aujourd'hui dicte quelque chose de clair que cette règle-là sera immuable pour le restant de nos vies. Donc, c'est un peu ça qu'on amène avec cette pluralité-là, parce qu'en prospective, évidemment, il n'y a pas qu'un seul futur. On prépare tous quelque chose dans le futur, là. Vous savez probablement tout ce que vous allez faire ce soir, ce que vous allez faire en fin de semaine, peut-être même vos vacances d'été. On a tous une certaine forme de compréhension et de préparation du futur, mais on n'est pas habitué à regarder beaucoup plus loin. On n'est pas habitué à élargir le spectre des possibles. Alors, vous voyez, on reste dans le probable. Le problème du probable, c'est qu'il est bien plate. Il est plate pour plusieurs raisons. Parce que c'est la vision d'ensemble, c'est ce sur quoi tout le monde s'entend plus ou moins dans une direction qui semble assez claire, mais c'est souvent un futur qui ne prend pas en compte toutes sortes d'aléas
Je reviens avec la pandémie, mais c'est parce que c'est un maudit beau... c'est un beau mot de bel exemple. Depuis qu'il y a eu la pandémie, je vous avoue que c'est plus facile d'expliquer ce qu'on fait parce qu'on essaie justement de prendre en compte des variables qu'on n'a pas l'habitude de prendre en compte. Quand on fait de la balado, on fait de la balado. On ne s'intéresse pas forcément aux problèmes mondiaux en termes de santé publique. Donc, c'est le genre de lien qu'on essaie de faire. On se préoccupe pas juste des enjeux, on se préoccupe beaucoup et surtout du lien entre les enjeux. Et c'est ça qui fait qu'on obtient une espèce de perspective sur toutes sortes d'enjeux du moment qui nous permettent de nous dégager de ce qui se passe actuellement, de voir où on veut aller pour pouvoir évidemment prendre des décisions qui vont nous permettre d'y arriver. La prospective mise sur l'intelligence collective, là. Je fais pas ça seul dans mon sous-sol. On est plusieurs, il faut être plusieurs, il faut multiplier les points de vue, il faut multiplier les angles d'attaque, les façons de voir le contexte actuel pour dessiner, pour co-construire ensemble le futur. Donc, plus on s'éloigne du probable, on s'en va dans le plausible ou même dans le possible, plus on prend en compte toutes sortes de choses qui pourraient faire dévier notre trajectoire, mais c'est là aussi où on se prépare à d'éventuels bouleversements qui pourraient avoir une incidence sur le cours des choses pour nous. Je vous le mentionnais, la prospective, c'est une posture, c'est une manière d'envisager l'incertitude. On peut décider que le futur, les transformations technologiques nous font peur, et alors on se méfie et on attend que ça passe, ou alors on prend les choses en main, on décide d'imaginer ce qu'on veut, parce qu'il faut d'abord l'imaginer pour l'atteindre, et ensuite on fait notre feuille de route. J'ai un petit lexique pour vous qui va nous aider à arriver tranquillement pas vite au scénario du futur de la balado. Tous les horizons de temps n'ont pas la même valeur en prospective. Quand on réfléchit bien souvent au futur, quand on n'est pas dans un exercice justement là, de prospective, on est souvent dans ce qu'on appelle l'horizon de temps 1, c'est-à-dire un horizon assez rapproché. On reste dans du 2-3 ans. Là. On n'ose pas trop s'éloigner parce que Dieu sait ce qui peut arriver. Après, il y a un deuxième horizon, mais ce deuxième horizon-là est particulièrement intéressant parce que c'est là que sont les modèles de transition, c'est là que sont les innovations, c'est là qu'on expérimente, qu'on transforme le système actuel. Puis l'horizon 3, moi, c'est mon préféré, mais je sais que c'est pas le préféré de grand monde parce que là, on est ailleurs. Dans l'horizon 3, si quelque chose vous paraît familier, c'est que j'ai pas fait ma job. L'horizon 3 doit sembler parfaitement farfelu, autant que votre quotidien d'aujourd'hui paraîtrait farfelu à votre personne de 2014. Si ce n'est pas suffisamment éloigné de la réalité actuelle, c'est qu'on n'a pas réussi à faire un exercice de prospective. On n'a pas réussi à se projeter suffisamment dans le futur. C'est très difficile à faire. Je vous assure d'essayer de faire ce bond en avant. On tient à nos certitudes, là. On tient à ce qu'on prend pour acquis, à des choses qui nous rassurent. OK, les choses fonctionnent de même. Voici ma place dans cet écosystème-là. C'est rassurant. Donc, on demande aux gens d'adopter une posture, finalement, déstabilisante. On sort de notre zone de confort, on essaie d'envisager les choses complètement autrement. Et si c'était le contraire? Et si c'était complètement autre chose? Et là, on essaie de retrouver son équilibre là-dedans. Une petite question pour vous que d'autres dirigeants se sont posées dans une étude de PricewaterhouseCoopers. Si vous ne changez strictement rien à ce que vous faites aujourd'hui, est-ce que ce que vous faites aujourd'hui est encore viable dans 10 ans? Levez la main. Si vous pensez que ce que vous faites aujourd'hui est viable dans 10 ans. Oh! Bon, ben on se parlera tantôt. Donc, vous voyez, c'est un peu l'idée de se préparer à des choses qui n'arrivent pas. 40% des dirigeants interrogés par PricewaterhouseCoopers ont indiqué que s'ils ne changeaient pas radicalement leur manière de faire les choses aujourd'hui, leurs activités étaient parfaitement caduques dans 10 ans. Donc, c'est pas rien. On est dans un environnement extrêmement changeant, extrêmement incertain, et on peut se servir des futurs possibles pour informer le présent, pour essayer de transposer du futur les éléments qu'on veut retenir et pour éviter aussi les éléments
qu'on juge non souhaitable. La prospective, ça ne sert pas juste à pelleter des nuages, là. Ça ne sert pas juste à imaginer notre rêve. Ça sert aussi à imaginer ce qui pourrait mal aller et comment on se préparerait à ça. Shell s'est pas préparé à devenir numéro 1 mondial. Shell s'est préparé dans les années 60 à un choc pétrolier. Et c'est comme ça qu'ils ont grimpé. Donc, c'est en se servant des aléas qui sont externes à nous qu'on réussit à trouver cette place-là. D'ailleurs, pour Transistor, on est resté à l'horizon 2. On vous a pas trop, je pense, perturbé avec l'horizon 3. C'est ce que je vais faire aujourd'hui avec vous. Pour donc formuler ces recommandations pour l'horizon 1. Alors, le troisième horizon, là, c'est vraiment des petites parcelles du futur qui sont perceptibles aujourd'hui et qui nous permettent d'entrevoir un horizon très, très différent. Mais là où on se situe, dans l'horizon 1, vous voyez qu'éventuellement, il va céder sa place à un deuxième horizon. C'est à celui-là qu'on a réfléchi avec Transistor et c'est à celui-là aussi qu'on devrait réfléchir pour la suite du balado. Mon but aujourd'hui, c'est pas de vous donner des réponses. Je vous dirai pas où s'en va le balado, la balado-diffusion. Je vous donnerai pas les réponses parce que c'est vous qui les avez. C'est vous qui devez les construire, ces réponses-là. Ce que je veux, c'est vous donner les clés de compréhension et les méthodes qui vont vous permettre de construire le futur de la balado que vous voulez voir. C'est très différent. J'espère que vous vous attendiez pas à une réponse toute faite. Les signaux faibles, ça, là, c'est vraiment notre matière première. Les signaux faibles, ce sont des petites parcelles du futur qui existent maintenant, qui ne sont pas élargies, là, qui ne sont pas utilisées par beaucoup de gens. C'est très prototypal, c'est très expérimental. C'est vraiment des petites poches de futur qui existent aujourd'hui et qui ont une valeur seulement si on les extrapole et qu'on se pose la question si ce signal faible-là devenait la norme, qu'est-ce que ça changerait pour moi? Donc, ça fait en sorte qu'on se pose des questions par rapport à des choses qui peuvent sembler très triviales aujourd'hui. Hein? Un exemple de signal faible qu'on donne très souvent, c'est le métavers, par exemple, qui est né dans un roman de science-fiction, 92. T'sais. Personne pensait à rien là, à ce moment-là. C'est pas quelque chose qui avait une valeur commerciale. C'est un signal faible. C'est une idée. C'est une idée. Mais si cette idée-là était reprise par plusieurs personnes, par des industries, par des gens qui ont beaucoup d'argent, qu'est-ce que ça deviendrait? Qu'est-ce que ça voudrait dire pour moi? C'est ça, un signal faible. C'est ça qu'on utilise. On utilise également des moteurs de changement. Alors, quand vous avez beaucoup de... Moi, j'ai pas pourquoi, hein, mais quand je vois des signaux faibles, je vois des lucioles. Là, faut pas vous questionner sur ma santé mentale, ça va, mais c'est clairement quelque chose que j'ai associé en TK. Donc, je vois des petites lucioles, puis c'est des petites lumières, là, isolées, ça éclaire rien, là. Ça éclaire... Et d'ailleurs, il faut porter attention pour les voir, ces lucioles-là, parce que dans la pénombre, on les sont à peine perceptibles. Mais quand elles se regroupent, là, elles deviennent beaucoup plus faciles à percevoir et on se rend compte qu'il y a comme une espèce de mouvement qui se fait avec cette agglomération-là. Des moteurs de changement, là, pour prendre peut-être une image maritime cette fois-ci, si le signal faible est la pointe de l'iceberg, là, le moteur de changement, c'est le courant de fond. C'est ce qui a une influence sur tout le fond marin, pas juste l'iceberg qui flotte au-dessus. C'est ce qui a une influence sur le monde animal, la flore marine, à peu près tout ce qui se trouve dans l'océan va être influencé par le courant de fond. Ce sont les moteurs de changement. On en a identifié plusieurs avec Transistor. Ce ne sont pas des choses qui vont vous faire tomber en bas de votre chaise. On peut même, d'ailleurs, les percevoir comme des espèces de tendances clés. La manière dont je les utilise, par contre, quand je construis des scénarios, c'est sous forme de moteur de changement parce que j'utilise l'influence que peuvent avoir ces mouvements-là sur le reste de l'industrie. Par exemple. Bon.
Vous avez vécu 2023 comme moi, où vous avez vu à quel point ça a été une année quand même assez cataclysmique pour bien des géants de la balado. Mon Dieu. Il y a bien des gens d'ailleurs qui considèrent que 2023 était à la balado ce que 2020 a été au .com. Là. Il y a une espèce de recalibration. Là. Il y a eu beaucoup de mises à pied, beaucoup de balados très, très populaires auxquels on a mis fin, qui ont été annulés. Beaucoup de choses qui nous semblaient un petit peu incongrues. Bien des géants déstabilisés. Étonnant. On est quand même dans une industrie qui va bien, somme toute. Là. Regardez à peu près toutes les études. Je veux dire, il y a un auditoire friand, au rendez-vous, il y a des revenus publicitaires. Je veux dire, ça se passe plutôt bien. Il y a eu par contre, beaucoup de mauvaises décisions chez les géants. Il y a eu beaucoup de manières d'aborder cette industrie-là avec des réflexes qui provenaient d'autres industries qui n'étaient peut-être pas adaptés à la balado-diffusion. Est-ce que ça va vouloir dire qu'on va assister à une vision indépendante de la production et de la distribution qui va peut-être reprendre ou gagner en popularité? Est-ce que c'est un terreau fertile pour l'innovation? Pour l'expérimentation, quand il y a des plaques tectoniques qui bougent comme celle-là, quand on n'a plus nécessairement besoin de se conformer aux désirs, aux intérêts des géants, est-ce qu'il y a d'autres joueurs qui vont émerger? Est-ce qu'il y a un point tournant qui est en train de se dessiner? Peut-être. Donc, on garde ça en tête. Et si les choses fonctionnaient différemment dans le futur? Bon, les avancées technologiques, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Il est éminemment beaucoup question d'intelligence artificielle, vous l'aurez compris, tant du côté de la création que du côté de la consommation. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger de cette manière-là. Évidemment, la question demeure. L'industrie de la balado va-t-elle adopter ces outils-là sans autre question ou avec beaucoup de réticence, comme d'autres industries, sans aucun jugement? Il y a des industries qui démontrent beaucoup de résistance face à certains outils d'intelligence artificielle et qui n'ont pas envie de dénaturer, c'est le terme qui est souvent utilisé, l'essence de leur travail. De quelle manière est-ce que ces outils-là seront adoptés ou pas? La distribution, on a vu au début de l'année 2024, YouTube a tenu sa promesse de soutenir les flux RSS. C'était une étape importante pour consolider YouTube comme destination très importante pour les balados. Et là, on aurait pu se dire, est-ce que la vidéo va prendre le pas sur l'expérience audio? Mais quand on se penche sur certaines études, on se rend bien compte que c'est peut-être finalement un cumul de plateformes. C'est peut-être juste une autre façon de consommer de l'audio parce que certaines études indiquent qu'on consomme de la vidéo basée sur de la balado avec beaucoup plus de distraction qu'une vidéo habituelle. Donc, on utilise nos habitudes d'auditeurs audio en vidéo. On transpose ce qu'on est habitué de faire, donc cette espèce d'écoute distraite, on la garde quand on regarde des vidéos sur YouTube. Donc, c'est quand même intéressant parce qu'on n'est pas toujours en train de regarder. Puis d'ailleurs, petite parenthèse là, qu'on a abordée justement dans l'étude, mais toute cette notion de distraction, là, elle est beaucoup basée sur le monde de la vidéo. Là. C'est le monde du cinéma puis de la télé qui ne veulent pas que vous fassiez d'autres choses. Là. C'est pas la manière de considérer l'attention est très différente en audio. Il ne faudrait pas essayer de se calquer sur un monde vidéo pour essayer de qualifier l'attention qu'on retient en audio. Fin de la parenthèse. Il y a des nouveaux modèles d'affaires qui naissent, qui sont en phase expérimentale, mais tout de même, qui sont très intéressants. On voit des coopératives de balado, on voit toutes sortes de micro-paiements, donc des achats à l'épisode, des abonnements à la série et non à la plateforme. Il y a toutes sortes de modèles qui sont en train de naître. Est-ce que cette espèce de plaque tectonique là, dont je parlais il y a quelques instants, ces changements de garde sont tributaires, donc
donc de ces nouveaux modèles à l'essai. Ça va être intéressant de voir de quelle manière on va réussir à diversifier les modes de financement, parce que c'est bien ça qui est au cœur de l'histoire ici. Si notre manière de se financer aujourd'hui, on la trouve précaire, ben dites-vous que dans 10 ans, elle sera entièrement différente. Donc, si on se base uniquement sur ce qu'on sait aujourd'hui pour faire croître nos activités, il va nous manquer une pièce du puzzle pour faire grandir notre modèle. Je parlais de 2014 tantôt. Oui, on avait plus souvent, je pense, à expliquer ce qu'était la balado-diffusion en 2014 qu'en 2024. Là, on a créé des habitudes. Et pas juste la balado-diffusion. Je pense qu'il y a bien des gens qui se sont habitués à la vidéo aussi, à la demande. Mais ce à quoi on s'est le plus habitué, c'est à la demande. Donc, le contenu à la demande, quel qu'il soit. Ce que ça veut dire, c'est qu'on a habitué des centaines de millions d'auditeurs du monde entier à choisir le bon contenu au bon moment. Et ça, c'est quelque chose qui est inhérent à la balado-diffusion. Donc, c'est pas quelque chose auquel il a fallu s'adapter, c'est quelque chose avec lequel on arrive avec une nette plus-value et un auditoire qui a grandi avec la balado-diffusion. Les jeunes de 13 à 24 ans qui ont commencé à écouter des balados en étant enfants passent en moyenne 3 heures de plus par semaine à écouter des balados que ceux qui ont commencé plus tard dans leur vie. Donc, on a entraîné des gens à consommer du contenu de cette manière-là et ça va se poursuivre. Cette manière de régénérer les auditoires est en train de se passer. C'est un des moteurs de changement qu'on a utilisé pour réfléchir aux axes d'incertitude. Je ne vais pas passer trop de temps là-dessus. Je ne veux pas non plus rentrer dans trop de technicalité, mais disons qu'on s'est posé la question par rapport au moteur de changement et à toutes les tensions qui existent en ce moment dans l'industrie de la balado. Dans quel sens ça pourrait évoluer? Dans quel sens ça pourrait aller? Et qu'est-ce que ça change que ça aille dans un sens ou dans l'autre? Comment ça influence un peu notre manière de faire de la balado-diffusion? Qu'est-ce que ça change que la production soit archi-personnalisée ou, au contraire, qu'on garde un appétit pour des productions plus universelles? Qu'est-ce que ça change que le mode d'écoute, que la forme de réception passive là, et émotionnelle. D'ailleurs, j'en profite pour dire que c'est beaucoup dans les sociétés occidentales qu'on a tendance à dénigrer ce mode d'écoute-là. Mais c'est un mode d'écoute qui, au contraire, privilégie cette espèce de médiation communautaire là, qui fait sentir sa présence. Alors, qu'est-ce qui arrive si le mode d'écoute devient beaucoup plus attentif ou, au contraire, si on cultive un mode d'écoute distrait? Je l'ai mentionné tantôt. Qu'est-ce qui arrive avec l'intelligence artificielle? Est-ce qu'il y a une adoption complète ou partielle? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça doit changer? Quel est l'équilibre des forces en présence? Est-ce qu'il y aura une résurgence des joueurs indépendants par rapport aux géants? Est-ce qu'il y aura toute une forme d'acquisition, une autre vague d'acquisition qui va se profiler? L'auditoire, est-ce qu'il va se stabiliser? Est-ce qu'il va continuer sur sa lancée? Est-ce qu'on va continuer de générer suffisamment d'intérêt chez les plus jeunes, chez les enfants, pour continuer de voir croître les prochaines générations d'auditeurs? Ce sont toutes des questions qu'on s'est posées et qu'on a mis dans un petit tableau. Vous n'avez pas besoin, là, c'est très petit, je le sais bien. C'est juste pour vous montrer un peu le processus. On a essayé d'analyser l'impact de ces axes d'incertitude-là avec le degré d'incertitude qu'on leur trouvait. Et contrairement à bien des gens qui vont essayer de miser leur bille sur ce qui semble être le plus certain et d'avoir vraiment là, le maximum d'impact, mais à courte échéance, nous, on fait l'inverse. On s'intéresse à ce qui a le plus d'incertitude, mais qui pourrait avoir le plus d'impact. Donc, c'est un peu autour de ça qu'on a développé nos fameux scénarios. Et donc, vous le voyez un peu ce que je vous présentais tout à l'heure, là.
le scénario de base, là, le scénario probable, il se situe dans un horizon de temps qui est quand même assez rapproché. Il prend pas beaucoup de risques, ce scénario-là. C'est pas un scénario qui vous jette en bas de votre chaise et qui vous fait questionner votre orientation professionnelle dans la vie, là. C'est habituellement quelque chose que vous savez déjà, qui vous conforte dans votre compréhension de l'industrie et qui vous permet peut-être d'ajuster certaines choses, hein, parce que dans ce scénario de base-là, c'est un peu un système qui se reconduit, donc qui poursuit sur sa lancée. Donc, tout ce qu'on a évoqué jusqu'à présent permet d'envisager là, une suite assez logique au contexte actuel. Il n'y a pas de surprise majeure. C'est un futur relativement linéaire. C'est pour ça que tantôt, je l'ai qualifié de futur assez plate. Parce que c'est pas un futur qui prend en compte des bouleversements. C'est pas un futur qui prend en compte toutes sortes d'aléas qui vont nécessairement bousculer nos prévisions. Hein? En anglais, on dit « You make plans and life happens ». Ben, c'est exactement ça qu'il se passe habituellement. Donc, dans ce premier scénario de base-là, c'est là-dessus qu'était basé le court extrait que vous avez entendu, hein? Max et Léa, c'était mauvais. Mais la manière dont l'intelligence artificielle a compris les données et transposé en histoire venait de notre recherche où on voyait un contexte assez favorable pour une croissance de la demande axé sur une authenticité culturelle, là, axé sur une connexion locale plus forte. Donc, réduire l'intérêt des productions de masse au profit d'une voix locale très forte. Donc, ça peut être intéressant du point de vue de la demande et de l'auditoire. Les artisans indépendants, dans ce contexte-là, pourraient avoir beaucoup plus d'opportunités de montrer leur travail. Ils pourraient être soutenus par des technologies qui valorisent ce type de travail-là, qui mettent de l'avant des offres locales. Donc ça, jusque-là, c'est plutôt favorable. Avec ça, les sources de financement qui accompagnent, hein, on sait qu'il y a une capacité limitée là, à soutenir beaucoup de monde en même temps. On pourrait faire face à une surproduction, à une saturation du marché, tout dépendant de la manière dont les grandes entreprises vont adapter leur stratégie pour essayer de maintenir leur domination ou d'aller dans un mode collaboratif ou d'acquisition d'entités indépendantes. Tout ça est également possible. Les modèles de financement, on en a parlé rapidement, il y a beaucoup de possibilités qui viennent aussi avec le crowdfunding, avec l'investissement axé sur l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de nouvelles manières d'anticiper des mécanismes beaucoup plus dynamiques pour diversifier certains modèles de financement. En gros, là, le scénario, là, de base, on l'appelle comme ça, là, le scénario probable. C'est un scénario où on constate une agilité des indépendants et on constate un essoufflement des géants. Donc ça indique une phase propice à l'innovation, propice à l'expérimentation. Mais c'est pas là que je veux vous amener. On va essayer de se rendre un peu plus loin. Donc, dans le deuxième horizon, on a souvent deux possibilités. Soit le système essaie de conserver le plus possible le modèle antérieur en s'adaptant légèrement, ou alors on fait ce qu'on appelle un scénario catastrophe. C'est pas une bombe nucléaire qui va tomber sur Gatineau, là. C'est pas ça un scénario catastrophe. La catastrophe, elle relève du système. C'est le système qui ne peut plus continuer comme il le faisait auparavant. Ce n'est juste plus possible compte tenu d'éléments extérieurs. Alors, allons-y avec le scénario de contrainte. Et je vais pas vous raconter une histoire, là. Je vais juste vous donner des éléments qui pourraient faire partie de ce scénario de contrainte-là. Encore une fois, on est dans le plausible, là. On n'est plus dans le probable, on est dans le plausible. On s'éloigne du moment actuel pour essayer d'extrapoler vers autre chose. Donc, on constate des fois là, une porosité entre les médiums. On constate, par exemple, un intérêt pour l'haptique, pour le goût, même, pour toutes sortes d'expériences multisensorielles. Alors, si on mélange certains signaux faibles qui sont liés à ces univers médiatiques-là et qu'on les transpose
dans une forme, disons, de métavers ou dans une forme d'expérience hybride, ça pourrait mener à des expériences d'écoute multisensorielles, donc où on ne se fie pas seulement à l'ouïe pour se transposer dans un univers, mais qu'on essaie d'ajouter une dimension. Je l'ai vécu, par exemple, à South by Southwest un peu plus tôt cette année. On m'a mis des écouteurs sur les oreilles pour faire un circuit audio, mais c'était beaucoup plus que ça. Il y avait des décors, il y avait même des odeurs à certains moments. Il y avait tout un environnement qui nous permettait de se transposer. C'est une espèce d'histoire autour des fêtes foraines, là, et donc, ça nous permettait finalement d'ajouter des dimensions à cette expérience-là. Est-ce que dans un scénario de contrainte, l'auditoire va s'habituer à ce type d'expérience-là? Est-ce que ce qui est strictement audio ou strictement audiovisuel, va finir par devenir lassant pour un auditoire qui va s'habituer à de plus en plus d'expériences multisensorielles? Peut-être, peut-être pas. Scénario catastrophe, on n'a pas besoin d'aller voir bien loin. Imaginez là, qu'on se retrouve dans des vagues successives, d'inondations, de feux de forêt, bref, catastrophe écologique. Là, et le ministère de l'Environnement devient la priorité suprême du gouvernement. Est-ce que le ministère de la Culture, bonsoir, va encore être pertinent? Est-ce qu'il va encore recevoir l'attention qu'il mérite ou est-ce qu'on se sera préparé à diversifier suffisamment nos sources de financement pour préparer ce type d'éventualité-là? Là, je parle d'une catastrophe écologique, ça pourrait être une autre pandémie. Hein? On n'est jamais à l'abri de ce type de choses-là. Une chose est certaine, c'est que les moments de crise, quels qu'ils soient, risquent de se multiplier dans les prochaines années. Les gouvernements ne seront plus, ou pas, je ne sais pas s'ils l'ont déjà été, mais en tout cas, les vagues successives de perturbations majeures vont s'accumuler. Alors, il faut voir ce que ça veut dire pour des secteurs qui, on l'a bien vu avec la dernière pandémie, sont souvent relégués à un second plan, jugés non prioritaires en cas de crise. Donc, c'est ce type de scénario-là que nous force à envisager un scénario catastrophe. Qu'est-ce qu'on ferait? Qu'est-ce qu'on va faire si ça arrive? Si on ne peut plus sortir de chez nous parce que la qualité de l'air n'est plus assez bonne, est-ce que c'est un bon signe pour les producteurs d'expériences audio? Peut-être, mais est-ce qu'ils vont réussir à financer ce genre de production-là? Et enfin, scénario transformation. Ah oui, ça, c'est mon scénario catastrophe. Vous voyez, c'est pas si pire comme catastrophe. C'est juste qu'on est isolé. On est isolé pas mal. Scénario de transformation, là, je vous avertis, on est ailleurs. Je vous avais dit que ma phase préférée, c'était H3. Là. Donc là, on est loin. Là, on est 10 ans et plus. Là. Ce qui me permet de réfléchir à ce scénario de transformation-là, ce sont des signaux faibles qui sont déjà là aujourd'hui. C'est un scénario dans lequel je vois des interfaces cerveau-machine se multiplier, dans lesquelles les auditeurs pourraient littéralement plonger dans les balados, ressentir les mots, ressentir physiquement les émotions, comme s'ils étaient présents dans la scène, les rendre présents dans la scène. On peut aussi penser à des implants auditifs qui permettraient de contrôler l'expérience d'écoute, avec la pensée, bien évidemment, là, de contrôler le volume, de contrôler la vitesse de lecture, l'histoire même, en fonction du sentiment présent qu'ils ressentent. Donc, on est dans un monde où les balados ne sont plus écoutés, ils sont vécus. Ils sont co-construits de l'intérieur avec le créateur. Donc, on n'est plus dans le storytelling, on est dans le story living. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on voit dans d'autres industries. Pas plus tard que l'an dernier, les premières interfaces cerveau-machine ont été commercialisées aux États-Unis. Bien sûr, on est dans un environnement médical, vous allez me dire, on est très, très loin du divertissement. Ben oui, pour le moment. Mais éventuellement, fiez-vous aux compagnies américaines qui mettent ça sur le marché, ils vont vouloir faire des sous avec ça. Il va falloir aller au-delà des besoins d'une population
aux prises avec certains problèmes de santé et aller vers une population plus générale. Alors, de quelle manière est-ce que l'industrie pourrait réutiliser ce contexte-là, cette technologie-là? Ce sont des questions qui peuvent sembler très, très loin de vous, de votre quotidien, de vos préoccupations, mais qui, éventuellement, pourraient faire partie du quotidien de 2034. Encore une fois, si je vous avais raconté quelque chose qu'il vous est facile d'imaginer, qui ne vous semble pas farfelu, ben je n'aurais pas fait mon travail. L'horizon 3, c'est un horizon de transformation extrême. On est quelque part où on n'aurait jamais imaginé être aujourd'hui. Mais là, il y a un scénario encore plus important, et ça, c'est le vôtre. C'est le scénario souhaitable. Une fois qu'on a regardé plein de scénarios, là, une fois qu'on a regardé tout ce qui était là, tout ce qui faisait partie des variables, tout ce qui était dans l'univers du possible, qu'est-ce qu'on veut voir arriver? C'est ça la question importante, parce que c'est celle-là qui va vous mobiliser. C'est celle-là qui va vous redonner du contrôle. Bien là, moi, j'ai vu tout ça, là. Ça, je veux pas ça, mais ça, je dirais pas non. Eh bien, ça fait partie de votre scénario souhaitable. Et ce scénario souhaitable-là, vous pouvez déjà commencer à jeter à mettre les premières pierres dans l'édifice pour le construire. Donc, vous pouvez déjà écrire les mots qui vous viennent à l'esprit. Quand vous pensez à votre scénario souhaitable pour l'industrie de la balado-diffusion, vous pensez à quoi? Qu'est-ce qui vous vient? On est dans le souhaitable, là. Dites-vous pas, ben, je vais m'adapter à ce qui va arriver, puis on verra bien. Non. C'est vous qui avez les clés, là. C'est vous qui avez les clés. Qu'est-ce que vous voulez voir arriver dans cette industrie-là dans les prochaines années? Venez pas me parler de crédit d'impôt, s'il vous plaît. J'aimerais ça qu'on dépasse ce type de considération-là. Rêvez un petit peu, imaginez un petit peu. Et ensuite, on trouve les moyens d'y arriver. Rentabilité, pérennité, une plus grande régulation, communauté, rentable, donc rentabilité, on y revient. L'humain au cœur de toute production, ça peut être une valeur fondamentale là, qui axe toutes les prochaines décisions qui sont au cœur de l'industrie pour s'assurer de préserver l'humain au cœur de toutes les décisions. Des nouveaux modèles de financement, des financements de l'État. Oui, je veux bien. Mais encore. Aller au-delà, ça, on reste dans le système actuel là, quand on parle de financement de l'État. Qu'est-ce qu'on peut imaginer d'autre? Qu'est-ce qui n'existe pas et que vous aimeriez voir? Vous avez sûrement vu des modèles ailleurs dans le monde. Vous avez sûrement vu ou imaginé des façons de faire. Vous n'osez pas parce que vous pensez que ça se peut pas. Bien, moi, je suis venue du futur là, pour vous dire que ça se peut, c'est juste que vous le savez pas encore. Donc, n'ayez pas peur d'imaginer, de sortir un peu du cadre actuel et de vous dire, ben c'est pas parce que c'est impossible, c'est juste parce que j'y ai pas encore pensé et que le système actuel ne le permet pas, mais ça veut pas dire que ça arrivera jamais. La pérennité est au cœur. Le financement, évidemment, est une grande préoccupation. Il reste à voir de quelle manière on va joindre les deux. On va pérenniser, justement, le financement. Balado comme solution aux enjeux de société, j'aime beaucoup. Expérience bonifiée grâce à la technologie. Oui, ça, c'est quelque chose qui faisait partie des scénarios. C'est gentil. Plus de moi, ben, il y en aura une seule. Il n'y en aura pas d'autres, mais j'espère rester encore quelques années. Des nouvelles, oui, sonores, oui, oui. Mais quoique, ça vaut la peine de le réitérer, qu'on souhaite que la balado-diffusion reste sonore. Ça a l'air niaiseux, ce que je vous dis là. Mais c'est quelque chose qui est fortement envisageable dans un contexte multisensoriel. Les auditoires vont s'habituer à autre chose bientôt. Alors, comment est-ce qu'on veut que la balado-diffusion se démarque dans cette autre chose-là? Puis là, je vois Julien qui vient d'arriver, donc ça veut dire que c'est comme... Julien, c'est ma musique des Oscars. Ah oui, hein? OK, parfait. Je pensais que c'était comme ma musique des Oscars, il fallait que je rappe ça. Mais c'est pas grave, je suis en train de rapper pareil. Moi, je veux savoir qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant. Là, aujourd'hui, là, on va arrêter de niaiser, là, puis on va arrêter de penser que ça va venir d'ailleurs. Vous avez réfléchi tout au long de cette heure à des choses qui vous plaisaient puis des choses qui vous déplaisaient. Dans les deux cas, il y a des choses que vous pouvez faire dès aujourd'hui. C'est pas parce que ça va juste arriver dans 10 ans que vous pouvez pas faire quelque chose maintenant. Et donc, j'aimerais que vous preniez un moment pour réfléchir à ce que vous pouvez faire.
approcher quelqu'un que vous avez jamais osé approcher parce que ça se pouvait juste pas. Là. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui... Ça serait complètement incongru. Essayez-le donc. Une nouvelle forme de coproduction, je sais pas, moi, un financement inédit, quelque chose qu'on n'avait jamais vu, qu'on n'aurait pas osé imaginer. On n'a pas frappé à cette porte-là parce que ça n'a jamais été fait dans le passé. Faites quelque chose qui ne s'est jamais fait, s'il vous plaît. Faites quelque chose qui vous permet de rêver à une industrie qui ressemble à votre scénario souhaitable. Vous pouvez faire quelque chose dès maintenant. C'est pas parce que le futur n'est pas arrivé qu'il ne ressemblera pas à ce que vous avez en tête. C'est à vous de le dessiner, ce futur-là. Je vous l'ai dit, là, je ne vous donne pas de réponse, je vous donne juste des clés. C'est à vous de réfléchir et de co-construire ce futur-là. Moi, je pense que vous avez des réponses, là. Exigez l'impossible, parce que c'est juste l'impossible aujourd'hui. C'est pas l'impossible plus tard. Repensez à 2014 et 2024. Merci. Cet épisode a été enregistré, monté et mixé par Jean-Sébastien Côté. Je tiens à remercier nos partenaires qui ont rendu possible cette 8e édition du Festival Transistor. La Fabrique culturelle de Télé-Québec, Radio-Canada Audio, la Maison de la culture de Gatineau, l'Ambassade de France au Canada, la Ville de Gatineau, le Conseil des arts et des lettres du Québec, Tourisme Outaouais, 4CPA, Culture Outaouais, l'Ambassade culturelle, les Rencontres internationales du documentaire de Montréal et la microbrasserie 5e Baron. Je remercie aussi l'ensemble des bénévoles du festival, le conseil d'administration de Transistor Média et l'équipe de réalisation de cette 8e édition. Audrey Blackburn, Amélie Rondeau, Daniel Boivin, Jean-Sébastien Côté et Julien Morissette. Merci et à la prochaine.